l'ennemi absolu. Eh bien, et on se dit, soyons vigilants, le ventre est toujours fécond, on va chercher la bête immonde, ça peut recommencer. Attention à la résurgence de nos vieux démons. Et donc, mais voilà le paradoxe, voilà l'inexactitude foncière de notre temps, son incapacité, en quelque sorte, d'être présent à lui-même pour ne pas récidiver. Eh bien, toute une partie de l'opinion en appelle, quand surgit l'ennemi, au respect de l'autre. Et nous nous trouvons dans cette situation, c'est l'antiracisme qui tient lieu de vision du monde et qui explique le fait d'avoir pris l'autre pour ennemi en prenant l'ennemi pour l'autre. Je m'exprime autrement. Il faut, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est retrouver le sens du politique selon la définition, l'une des définitions de politique, discerner l'ami de l'ennemi, mais du fait du traumatisme nazi, nous remplaçons sans cesse l'opposition de l'ami et de l'ennemi par l'opposition du même et de l'autre. Donc l'autre, nous voulons lui faire bon accueil, nous gardons de tout ostracisme, nous luttons contre la xénophobie, la stigmatisation, la discrimination, et nous avons tendance à réserver nos critiques au même. Le même, c'est-à-dire l'identité nationale, c'est-à-dire l'arrogance de l'Occident, c'est-à-dire les politiques discriminatoires qui pourraient être mises ici ou là, et c'est ce qu'on a fait au lendemain du 11 janvier. Parce que c'est vrai, l'émotion était très forte, mais 2 semaines après l'événement, 2 semaines après les attentats du 7, 8 et 9 janvier, eh bien, le Premier ministre, bien intentionné, a dénoncé l'apartheid social et culturel et territorial, ce qui était évidemment une manière de transformer les assassins en victimes, parce que on les avait humiliés, parce qu'on les avait rejetés aux confins de notre société, alors ils basculaient dans la barbarie, dans une certaine frénésie démentielle de meurtre, mais le problème est en nous d'abord. Donc, l'ennemi s'est manifesté, mais tout ça a été récupéré à l'intérieur de cette dialectique dont on ne veut pas sortir, qui est celle du même et de l'autre. Et tout l'effort de la seule exactitude, il est celui-là. J'ai pensé en écrivant à une réflexion de Valéry, disant que quand un homme ou une communauté sont en quelque sorte soumis à des circonstances pressantes, ils ont tendance à solliciter des précédents, à se souvenir d'abord. Et se souvenir, pour nous, dans la deuxième moitié du XXe siècle et au début du XXIe, c'est ne se souvenir que d'une chose, de Hitler. Voilà. Et donc, c'est cette mémoire abusive, en quelque sorte, qui nous sidère tellement qu'elle nous empêche de penser ce que nous vivons. Alors peut-être que cette répétition, en quelque sorte extrêmement violente, le 13 novembre après le 11 janvier, eh bien, peut-être qu'elle va enfin nous ouvrir les yeux et permettre, dans la mesure du possible, au présent, d'être présent à lui-même. Moi, j'aurais 2 réflexions là, par rapport à ça. La première, c'est que ce que vous êtes en train de dire, dans le fond, c'est que la manière dont on pense est en fait un simple déni. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on ne veut pas savoir et qu'on recouvre par un discours.
Et la question, elle est double, c'est-à-dire d'une part, ce déni, il a une source, et s'il est rapporté constamment à la Shoah, c'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être quand même qu'il y a quelque chose à cet endroit-là qui n'est pas réglé et qui ne peut faire que retour, et en plus on fait retour aux années 30, on ne fait pas retour directement à la période difficile, hein, ça c'est ce que vous soulignez plusieurs fois dans le livre. Donc il y a ça, et puis il y a l'autre question, ce serait qu'est-ce qu'on ne veut pas regarder du temps présent, c'est-à-dire au fond, il y a un double déni, on ne veut pas regarder quelque chose du passé, et du coup on n'arrive pas à regarder quelque chose dans le présent. Alors je ne sais pas s'il y a un déni du passé, comme vous le dites, mais il faut se souvenir, là, pour le coup, de ce qui s'est passé dans les semaines ou les mois qui ont précédé la tuerie, les carnages du 13 novembre. Peut-être accordais-je trop d'importance à une péripétie dans le monde intellectuel, parce qu'elle me concerne, mais je crois quand même que c'est un phénomène symptomatique et très important. Ces mois, ces semaines ont été occupés par une campagne de presse assourdissante contre les néo-réacs. On ne parlait que de ça. Le problème, si vous voulez, c'était pas l'islamisme, car l'ennemi, son nom, le donner. C'est pas le terrorisme. Le terrorisme n'existe pas, le terrorisme. On est toujours les terroristes, il faut leur accorder qu'ils défendent une cause. On a envie de dire, ben non, c'est des nihilistes, ça n'a rien à voir avec la religion. On n'en sait rien, en tout cas, c'est eux qui citent le Coran, pas nous. Même dans la revendication, c'était fait au nom d'Allah, le miséricordieux. Donc, et il y avait des sourates du Coran. Bref, alors ce n'est peut-être pas l'islam, c'est au moins l'islamisme. Or, et cet ennemi, il s'était déjà déclaré, il ne cessait de le faire, il y avait des problèmes extrêmement aigus dans les banlieues françaises, et dans les lycées, dans les collèges, et tout cela passait au second plan, et on se rabattait. Cette peur-là, effectivement, faisait tellement peur, on se rabattait sur une peur rassurante et bien connue, la peur du fascisme. Mais qui incarnait ce fascisme? Qui? 3, 4, peut-être, intellectuels, soudain accusés de monopoliser les zones, parce qu'on les avait vus dans une ou deux émissions, et contre lesquels il fallait absolument se mobiliser. Alors, j'étais du lot, c'est pour ça que ça m'a frappé, mais enfin, je ne peux pas, si vous voulez, notamment aujourd'hui à la lumière de ce qui s'est passé, oublier cette couverture de l'Obs, il y a quelques semaines, qui sont les nouveaux intellectuels de gauche, les nouveaux intellectuels de gauche, c'est la formation, avec une pastille jaune, et 0% sur la pastille, il y a 0% de Finkielkraut, Zemmour et les autres. L'extrême vulgarité de l'expression est tout à fait choquante, puis la pastille jaune relève quand même de l'acte manqué. Et ça, c'est un événement marginal, mais quand même assez révélateur. Et c'est une manière de répondre à votre question. J'avais invité Alain Badiou à mon émission République. J'ai fait un livre de dialogue avec lui, qui s'appelle L'Explication, il y a quelques années. Un dialogue très dur, arbitré par Aude Lancelin, dans lequel je disais des choses que j'ai développées depuis, dans l'identité malheureuse et dans la seule exactitude. Mais entre ces livres, il n'y a pas de différence. Je n'ai pas radicalisé mon propos d'un livre à l'autre. J'ai essayé de l'approfondir. C'est tout à fait différent. Et là, à cette époque, il acceptait de parler avec moi. En plus, depuis, il m'envoyait ses livres. Il me traitait d'adversaire. J'étais l'adversaire. Pourquoi pas? Je me suis dit, je vais le réinviter, car je
mets un point d'honneur dans cette émission de radio qui est la mienne, à inviter des gens qui sont en désaccord avec moi pour maintenir vivant, dans le climat actuel de radicalisation, justement, la discussion, le débat intellectuel. La conflictualité, une vraie conflictualité civilisée. Alors que là, je vois l'anathème, la chasse à l'homme prendre le dessus. Et j'apprends, en lisant les programmes de Fayard, qu'Alain Badiou a publié un livre qui s'intitule La vraie vie, qui est une adresse à la jeunesse. Il dit voilà, Socrate parlait à la jeunesse, moi j'ai parlé comme Socrate. Alain Badiou, son principal défaut n'est pas la modestie. Donc, il a dit, voilà, André Consponville a publié un livre sur C'est une chose tendre que la vie, un livre de dialogue avec François Lévenet, et lui fait une philosophie aussi qui est une philosophie un peu conçue comme sagesse. Donc je me suis dit, on va mettre face à face ces deux philosophes qui ne se connaissent pas, mais qui peuvent se parler. J'étais très content de mon idée. André Consponville a accepté avec enthousiasme, et j'attendais une réponse de Badiou qui ne venait pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a, pourquoi, etc. Tout d'un coup, j'ai reçu une lettre, ainsi libellée, lettre ouverte d'Alain Badiou à l'Infinity-Court. Je me suis dit, pourquoi lettre ouverte? Mais évidemment, depuis lors, elle a été publiée, ou sur le site de l'Obs. Et que dit-il dans cette lettre? Il dit, je ne peux plus vous parler. Non, là, je ne peux plus, il y a un moment, mais je vous avais averti, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté, je sentais que vous aviez... J'avais un mauvais pressentiment, mais vous avez complètement basculé de l'autre côté, et je ne refuse cette invitation à cause du devenir central dans votre pensée, et je le cite, du concept néo-nazi d'État ethnique. Je n'ai jamais parlé d'État ethnique, puisque, comme vous l'avez dit, je me réfère à Pékin, et non à Paris ou à Vacher de la Pouge. Et donc, voilà. Et si je défends Israël en tant qu'État juif, c'est évidemment pour exiger la solution de deux États. Et puis vous dénoncez, je me rappelle à un endroit du livre, le glissement de l'éthique à l'ethnique. Oui. Donc, État ethnique, ce n'est pas mon propos, ce n'est pas mon vocabulaire, et ce n'est certainement pas ainsi que je vois la France. Mais c'est quand même saisissant. Sur le site d'un journal où soufflait la guerre à l'esprit humaniste d'Albert Camus, de prendre cette accusation, et il faut quand même une certaine impudence pour qualifier de néo-nazi le fils d'un rescapé d'Auschwitz. Vous voyez, là, on s'adosse à la mémoire, en effet, de manière obsessionnelle, et en même temps, on en fait absolument n'importe quoi. N'importe quoi pour ne pas voir, pour continuer à substituer le combat antifasciste au nom de cette opposition fondamentale du même et de l'autre au combat qui s'impose aujourd'hui. Ou pour le dire autrement, l'idéologie quand elle est démentie par les faits,